Pier Francesco Sacerdoti est diplômé au Politecnico di Milano de l'école civile d'architecture. Il a un doctorat aussi en composition architecturale auprès du Politecnico de Milano. Il a donc obtenu en 2011 donc, le doctorat en composition architecturale. Il travaille à Milan comme assistant dans plusieurs ateliers et ses recherches portent sur l'architecture et l'urbanisme milanais ainsi que sur ceux d'autres villes lombardes avec une attention à l'évolution de l'espace urbain entre la fin du XIXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ses publications figure L'architettura degli alberghi Varesini di Giuseppe Sammaruga, Typologia, composizione e riferimenti de 2023, le très beau et très important livre de référence Via Dante a Milano, una strada alla sua architettura nella città europea del XIX secolo de 2020, ainsi que Sperimentazione tipologica e rapporto con il contesto nell'opera di Giulio Minoletti, La casa albergo di Via Bertani a Milano de 2017. Il a dirigé la publication et l'ouvrage Milano città immaginaria, 10 progetti dagli archivi Casva 2020, et il mène actuellement des recherches sur l'œuvre de Jacopo Gardella, le fils du célèbre architecte Gardella, en vue d'une monographie consacrée à cet architecte. En lien direct avec le territoire milanais, il organise et anime depuis 2003 de nombreuses visites guidées sur l'histoire, l'art et l'architecture de la métropole lombarde, activité pour laquelle il a obtenu son agrément en 2011. Alors, j'ai choisi ce titre, L'architecte qui aimait les pierres, car j'adore un film qui s'appelle L'homme qui aimait les femmes. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de François Truffaut. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de le regarder. Alors, j'ai pensé que Pouillon d'ailleurs, il aimait les femmes aussi. Hein, c'était un dragueur, notamment. Mais il aimait les pierres également, et dans son travail d'architecte, vous allez voir que les pierres jouent un rôle très important. Et donc, visage de l'architecte et projet pour Marseille. Alors, sa carrière d'architecte commence déjà dans les années 1930 avec des immeubles d'appartements dans la ville de Marseille, mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'amorce véritablement sa carrière de grand architecte. Selon moi, il a été un des plus grands architectes du XXe siècle, même si, il n'est pas très connu en dehors de la France et des pays où il a travaillé par la suite. Alors là, on parle de l'après-guerre. Alors là, une vue aérienne de la ville de Marseille, où se concentre bonne partie de son travail. Et ça, c'est le Vieux-Port, qui est le cœur de la ville. Et on voit la partie à gauche du Vieux-Port qui correspond au centre historique, ce qu'on appelle le Panier. C'est le quartier le plus ancien de la ville sur une petite colline. Et déjà, on reconnaît dans cette photo des immeubles dont il est l'auteur. Il y a l'ensemble de la tourette qui est l'ensemble disons de barres, on voit une grande barre au premier plan, juste derrière le fort qui ouvre, qui marque l'entrée du port. Et ensuite, vous avez une série d'immeubles qui longent le port sur le côté gauche. Alors là, c'était des zones qui étaient bombardées, qui avaient été bombardées dans la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Alors là, vous avez des photos assez dramatiques qui montrent soit une vue des explosions à droite, soit à gauche, l'état des lieux après les destructions. Vous voyez que pratiquement un tiers du centre historique était complètement détruit. Alors, on confie à Pouillon, pas tout de suite, mais grâce à l'intervention de Auguste Perret, qui avait un rôle important à l'époque dans la politique de l'État français, et qui était ami de Pouillon, on lui confie donc le projet de reconstruction. Il y a de grandes polémiques à ce sujet, car les idées de Pouillon sont un peu différentes de celles de ses confrères de l'époque. Alors là, on voit déjà que commençait la reconstruction. Les choses qui étaient restées après les destructions
était le fort à gauche qui marque l'entrée du port et une partie de la ville ancienne, très, très dense, avec des ruelles très étroites. Donc, lui, il se confronte un peu à ce thème, mais surtout, il se confronte au thème de la façade vers le vieux port. Là, c'est un plan actuel de la ville. Bon, je continue. Et là, en noir, c'est les bâtiments dont il a fait les projets. Le seul bâtiment qui est resté pratiquement sur le quai du port est l'hôtel de ville ancien, un bâtiment du XVIIe siècle. Alors, on commence par le premier projet, celui de la tourette. Curieusement, le nom de ce projet correspond à celui du fameux couvent du Corbusier, mais ça n'a rien à voir. Alors, j'ai voulu insérer quelques citations que je trouve assez intéressantes, hein, car Pouillon a été aussi un écrivain important. Alors là, c'est tiré des mémoires d'un architecte, l'autobiographie qu'il a écrite. Il parle de ce projet. Alors, la tourette formait un ensemble dominant toute la ville. Le vieux port d'un côté, le large et les ports de l'autre, avec une vue sensationnelle. J'avais conçu 4 groupes d'immeubles. Le premier, qui constituait le fond de la composition, de 180 mètres de long, de 8 étages, une tour de 20 étages et en avant, entourant une belle esplanade haute, accessible par rampes et escaliers monumentaux, 2 immeubles de 4 étages. C'était un immense ensemble dans lequel j'incorporais l'église Saint-Laurent, son clocher du XVIIe et une ravissante coupole de pierre rose. La silhouette générale équilibrait, à droite du vieux port, le haut fort Saint-Nicolas. Alors, le fort Saint-Nicolas est celui qu'on a vu tout à l'heure dans les images. Je continue. Le système de structure était très simple. Je n'avais aucune ossature en béton armé vertical. Seuls les planchers étaient en ciment préfabriqué. Les murs de façade et le mur de refend longitudinal étaient en béton banché, c'est-à-dire coulé ou moulé dans des panneaux de bois. Le coffrage des façades était remplacé par des plaques de pierre dure magnifiques. Le système de la pierre banchée était né. Alors là, c'est très important car avec ce projet, Pouillon inaugure ce système de construction qu'il a, on pourrait dire qu'il a inventé, mais ça vient un peu de la tradition de l'architecture ancienne, de l'architecture gothique, par exemple. Je pense aux cathédrales gothiques françaises où souvent il y avait le plaquage extérieur fait avec des blocs de pierre et le remplissage était fait de mortier avec des morceaux de briques ou de pierre. Alors là, on voit le résultat. Le résultat, a un caractère assez monumental. Alors, ça casse avec l'aspect ancien de la ville, car là, avant, c'était de petites maisons avec de petites ruelles très étroites. Et donc, l'intention de Pouillon, c'est de faire un ensemble monumental, mais avec un rapport à la tradition de l'architecture ancienne, ce qui était assez bizarre. Si on pense à l'époque de réalisation, on est à la fin des années 1940. Le Corbusier, dans les mêmes années, était en train de faire le projet de sa fameuse unité d'habitation dans la même ville de Marseille. Là, on voit aussi l'église à gauche qui était citée dans le texte. Et on voit la variété des volumes. Ça, c'est une caractéristique assez typique de cet architecte. Alors, je vous montre quelques détails des immeubles. Alors là, on voit bien le dialogue avec l'église ancienne à gauche, qui est épargnée par les bombes. Alors, vous voyez le langage, c'est un langage assez simple, avec des éléments un peu hors les styles, un peu hors des styles, mais on voit quand même des éléments de l'architecture urbaine traditionnelle, dans la tradition un peu de la ville classique européenne, je dirais. Et aussi quelques éléments qui sont typiques de la Méditerranée. Par exemple, vous voyez les balcons,
qui ont des espèces de grillages en bois. Ça, c'est un élément qui, lui, il affectionnait beaucoup. Et on voit bien les blocs en pierre et quelques petites variations dans les façades. Alors là, c'est plutôt le jeu des volumes. C'est une vue du port. Donc, vous voyez qu'il y a un jeu d'échelles différentes, mais le langage, il reste le même. Donc, soit les bâtiments qui donnent sur le port, soit la tour qui se trouve derrière, parlent, disons, la même langue avec ces lojas. Et il y a des espaces qui ont une qualité spéciale. Alors, Pouillon, c'est quelqu'un qui, déjà à cette époque, donne beaucoup d'importance à l'espace public, ce qui aussi était assez rare, et il anticipe des tendances de l'architecture plus récentes qui s'affirment dans les années 70, 80 même, donner l'importance à l'espace public, car sinon, à l'époque de Pouillon, les architectes, généralement, ils traitaient les bâtiments comme des objets, hein, comme des grands objets, comme des grands paquebots. C'est le cas de Corbusier, par exemple, mais l'espace public, en général, n'était pas soigné. Alors là, vous voyez qu'il y a un système très symétrique, hein, un axe central, et encore ce rapport à l'architecture classique. Là, c'est l'espace sur le sommet de la colline. Alors, malheureusement, c'est devenu un parking, c'est souvent le cas dans nos villes, mais si on imagine qu'il n'y a pas les voitures, on regarde les façades des bâtiments, on voit qu'il y a des relations subtiles entre les différents éléments et des variations dans les volumes, dans les hauteurs, dans la dimension des ouvertures. C'est des immeubles d'appartements assez traditionnels. Alors, autre chose typique de Pouillon, c'est le rapport avec les artistes. Lui, il était originaire du sud de la France. Il avait des amis qui étaient des sculpteurs, des céramistes. Là, c'est le cas, par exemple, de cet artiste Jean Amadot, qui a fait ces espèces de cactus qui font le couronnement des portes d'entrée des immeubles. Alors, c'est des éléments qui renvoient encore une fois à la tradition de l'histoire de l'architecture. Alors que d'autres architectes, je pense à Corbusier, avaient aussi l'idée d'intégrer les arts dans l'architecture, mais c'était généralement des œuvres qu'ils faisaient eux-mêmes. Je pense à Corbusier, qui était artiste éclectique, qui était architecte, mais aussi sculpteur et peintre, alors que Pouillon avait une idée plus traditionnelle de séparation des arts. Alors chacun faisait son métier. On passe au projet le plus célèbre de Pouillon, peut-être, à Marseille, celui de la reconstruction du vieux port, donc les immeubles qui longent le bassin. Alors là, c'est une photo d'époque qui montre l'état des lieux avant la guerre. Photo début 20e, fin 19e. Alors vous voyez l'échelle du tissu qui était bien différente. C'était de petits immeubles accolés à l'autre. Et on aperçoit au fond l'hôtel de ville, qui est le seul bâtiment qui est resté après la guerre. Là encore une photo ancienne qui montre comment c'était avant la guerre. Et là, vous voyez la situation actuelle après la reconstruction avec les immeubles de Pouillon. Alors, vous voyez que Pouillon, il refuse une approche, disons, pittoresque de reproduire l'échelle des anciennes maisons. Il a plutôt l'idée de se rapporter aux monuments de la ville. Alors, on voit bien l'hôtel de ville, côté droit. On voit aussi un hôpital ancien à droite, au-dessus de l'hôtel de ville. Et on voit que ces immeubles, ils ont donc plutôt rapport à ces bâtiments-là, plutôt qu'à l'échelle petite des anciennes maisons. Le rythme aussi de ces façades assez monumental. Et là, une photo en perspective, je trouve que soit assez efficace. Il est un peu... il fait les façades qui avancent un peu par rapport à l'hôtel de ville. Alors là, c'était à cause de problèmes techniques, car les immeubles, en réalité, c'était des projets déjà commencés par d'autres architectes. Alors lui, il avait dû utiliser les structures en béton armé déjà faites. Et donc, pour faire ces loggias, qui était un élément qu'il jugeait important, il avait dû avancer avec ces façades par rapport au profil ancien du port. Et là encore, on voit cette espèce de
je ne sais pas en français si on parle d'ordre géant. Nous, on parle de ordine gigante en italien, c'est quand des pilastres ou des colonnes font plusieurs étages hein, et font la hauteur, disons, maximale de la façade. C'est comme la basilique Saint-Pierre de Michel-Ange. Alors, il y a le thème classique du palazzo italien, le socle, le corps du bâtiment et le couronnement. La autre vue, je trouve très efficace le jeu des ombres. Il y a aussi ce jeu de rythme, hein, il y a un rythme binaire, on pourrait dire, avec des travées de largeur différentes. Donc, une travée étroite, une travée large. Et là encore, un des immeubles, hein, car l'hôtel de ville, il est pratiquement entouré d'immeubles dont les façades sont faites par poules. Et là aussi, lui, il donne beaucoup d'importance aux espaces, on pourrait dire, intermédiaires entre la dimension publique de la rue et l'espace privé intérieur, soit des magasins, soit des appartements. Et là aussi, il anticipe des choses qu'on va développer beaucoup plus tard, hein, vers la fin du XXe siècle, et l'usage de matériaux et de techniques de la tradition. Donc là, c'est plus le cas de la pierre Bonchet, c'est de véritables blocs de pierre massifs qu'il emploie. Il avait un ami qui avait une carrière près de Marseille, c'était à Fontvieille, si je me souviens bien, et qui avait inventé un système de pages avec des scies mécaniques. Et vu que la pierre était assez tendre, on pouvait fabriquer, on pouvait couper des blocs de pierre avec des coups très bas. Ça aussi, c'est le grand défi de Pouillon. Il veut démontrer qu'on peut utiliser les blocs de pierre à la place du béton armé. Hein, car lui, en général, il n'aime pas le béton armé brut, disons, ce qui était la passion de Corbusier, par exemple. Et lui, il oppose la pierre naturelle, en disant que la pierre naturelle est plus adaptée au contexte historique, aux villes anciennes. Et là, il utilise aussi la brique, hein, la terre cuite. Ça se voit, par exemple, dans les planchers qui sont faits avec des espèces de caissons. C'est une technique intéressante. Hein. C'est toujours une idée de renouveler les traditions anciennes, aussi l'usage des arcs. C'est très rare à cette époque de trouver des arcs. C'est plutôt un lien, je trouve, avec l'architecture qu'on faisait en Italie dans les années 1930 et qui était inspirée, par exemple, par la peinture métaphysique de Giorgio de Chirico, qui a eu une grande influence. Alors là, je vous montre un peu la qualité aussi des appartements. Alors, grâce à des sites de vente d'appartements sur Internet, j'ai pu trouver ces images. Alors, vous voyez qu'il y a des loggias à l'étage hein, qui donnent sur le port. Et bon, il y a aussi des choses qui sont plutôt typiques de l'architecture moderne. Hein. Je ne veux pas dire que Pouillon, c'est un architecte, c'est vrai qu'il y a cet aspect de rapport à la tradition, mais en même temps, il ne refuse pas la modernité. Alors, s'il y a la possibilité d'ouvrir les pièces de séjour des appartements sur la vue, il le fait avec de grandes baies vitrées, comme le font les grands architectes du mouvement moderne. C'est pas que les deux choses soient nécessairement contradictoires. Là, on passe à un autre bâtiment qui est toujours à Marseille. C'est une bibliothèque, Bibliothèque Saint-Charles, près de la gare. Vue aérienne, là, on est loin de la mer. Hein. C'est un quartier moderne, près de la gare Saint-Charles. Et vous voyez ce bâtiment. Alors, il est articulé en plusieurs volumes et il renvoie encore une tradition classique. C'est une espèce de temple moderne. Alors, je trouve très intéressant. Vous voyez que actuellement, c'est dédié à Pouillon, ce bâtiment. Mais l'inscription, naturellement, elle est récente. Et il utilise toujours les blocs de pierre de Fontvieille, de son ami. Et il fait, je trouve qu'il fait le maximum avec le minimum, on pourrait dire, car c'est une architecture qui est vraiment très, très simple, hein, des éléments très essentiels.
mais joué très bien avec un soin spécial aux proportions. Donc vous voyez ce thème du socle, le thème de l'arrivée avec des marches. Lui, il affectionnait beaucoup les escaliers, les fontaines, les petits murs en pierre. Il aimait montrer l'épaisseur des murs. Et après, vous avez cet espace d'étage noble, comme si c'était le péristyle d'un temple, avec des poteaux tout simples. Il n'y a pas de colonnes, il n'y a pas de chapiteaux, hein. L'entablement classique, il est vraiment réduit au minimum, mais ça renvoie vraiment à l'architecture des temples anciens, peut-être même à des choses égyptiennes, hein, plutôt qu'à l'architecture grecque. Et il y a le grand salon de la bibliothèque qui est donc entouré par ces arcades. Et après, on voit que la bibliothèque elle est plus haute, hein, que les arcades, donc la toiture, elle sort dans la partie supérieure, c'est une espèce d'auréole un peu qui vole dans le ciel. Là, vous avez des thèmes qu'on retrouve aussi dans des exemples de la même époque de l'architecture italienne. Je pense à Ignazio Gardella, par exemple, ou à Giotto. C'est intéressant ce rapport qu'avait Puyo à l'architecture italienne. Là, c'est une autre vue, hein, côté arrière. Alors là, c'est une chose aussi que je trouve intéressante de Pouillon, c'est le fait en général, il refuse l'idée de ne pas soigner le côté arrière. Ça, c'est un problème souvent dans les quartiers ou dans les bâtiments du mouvement moderne, d'avoir un côté qui est plus soigné. Après, vous avez l'envers du décor qui est un peu laissé au hasard. Dans le cas de Pouillon, non. Même les façades de service, elles sont soignées, même si très très simples, avec ce jeu de petits blocs de pierre qui sortent et de petits trous dans les murs. Là, c'est une vue extérieure. Bon, dans ce cas-là, on voit aussi un peu de contexte. Il y a d'autres bâtiments. C'est une bibliothèque universitaire. Donc, ça fait partie d'un campus avec d'autres bâtiments, faits par d'autres architectes. La bibliothèque, je trouve qu'elle marche bien dans ce contexte, une espèce de moderne acropole. Et là, vous voyez donc ce couronnement très léger, hein, qui fait un contraste avec la partie basse du bâtiment. L'intérieur, photo ancienne, hein, intérieur très dépouillé, très simple, avec des matériaux même un peu pauvres, on pourrait dire, si on regarde les plafonds, le système d'illumination. C'est pas un architecte qui travaille tellement, disons, sur les détails, surtout à l'intérieur des bâtiments. C'est souvent des éléments un peu standards. Donc, c'est pas le grand soin du détail qu'on peut trouver chez d'autres architectes. Et là, on passe à Alger. Alors là, c'est la carrière de Pouillon, elle est assez impressionnante. Il démarre en Provence, entre Marseille et Aix, c'est là qu'il habitait. Et ensuite, il aura la possibilité de travailler à l'étranger, dans d'autres pays, donc beaucoup en Algérie, dans les années 1950, quand l'Algérie était encore sous la domination française, avant la guerre d'Algérie. Et ensuite, il va travailler même en Iran, ce qui était très exotique à l'époque. Et ensuite, il va travailler à Paris. Alors, Paris, c'était la grande ambition de tous les architectes en France, la montée à Paris. Il va arriver donc à ça. Et après, bon, sa carrière va continuer avec quelques problèmes aussi, hein. Je vais en parler ensuite. Alors là, on parle donc des projets à Alger. Il s'agit de habitat social. Il s'était un peu spécialisé dans ce thème de l'habitat, déjà à Alger. Il avait fait des cités pour les réfugiés après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, il connaît le maire de la ville d'Alger, qui était Maurice Chevalier, hein, et qui lui confie des projets d'une très grande dimension, véritable cité, située sur les collines autour de la ville d'Alger. Et ça va être une grande occasion pour Pouillon. Alors là, vous avez des plans de situation de la ville, on voit la mer,
côté gauche. Et en noir, on voit les quartiers, disons, les cités dont s'occupe Pouillon et qui va développer les principes, les méthodes qu'il avait mises au point déjà à Marseille. Alors, chaque cité a un nom arabe. Là, c'est la cité du bonheur en arabe. Alors, 800 appartements. Il met seulement 2 ans pour faire ça. C'est assez impressionnant. Il avait des méthodes de construction très, très rapides. Et la pierre était la pierre de Fontvieille. Hein. Il arrivait même à organiser le transport de bateaux qui apportaient cette pierre directement de Provence jusqu'à Alger. C'était plus économique d'utiliser la pierre locale. Alors là, des cartes postales de l'époque, c'était aussi un peu de la propagande politique, hein, de montrer comment le gouvernement français avait des soins, disons, pour la population pauvre locale, hein, une approche un peu colonialiste, hein, quand même. Alors là, vous voyez le résultat de ce premier quartier. Alors, c'est un type de construction qui fait quand même recours à des typologies typiques de l'urbanisme moderne. Rarement, il s'agit d'îlots complètement fermés, mais en même temps, il refuse la répétition des bars, qui était par contre une caractéristique typique de l'habitat social de l'époque un peu partout en Europe, selon les principes de la charte d'Athènes. Alors là, vous voyez comment il organise l'espace. Il y a toujours un équilibre dynamique entre les masses. Donc, vous avez des bâtiments de hauteur moyenne, par exemple celui qu'on voit à droite, ça renvoie à des images qu'on a déjà vues au sujet de Marseille. Vous avez des immeubles qui sont plutôt bas, qui font souvent la partie extérieure, disons, la clôture du quartier. Après, vous avez quelques éléments verticaux. En général, vous avez une tour, hein, qui fait un peu le pivot de l'ensemble. Lui, il avait écrit quelque part dans ses livres qu'il essayait d'évoquer des exemples qu'il aimait beaucoup. Par exemple, la place Saint-Marc à Venise était une référence constante de son travail. En regardant cette image, ça me fait penser aussi à un fameux clocher de la cathédrale de Séville, la Giralda, peut-être que vous connaissez, dans le sud de l'Espagne, Andalousie. L'architecture de cette tour avec les petits trous fait penser vraiment à cette tour. Alors, il y a là un souci d'intégrer ces bâtiments un peu dans la culture locale qui était marquée naturellement par l'islamisme, hein, la religion musulmane. Et après, le soin toujours pour l'espace public. Alors, là, une vue actuelle de cette tour. Alors, c'est intéressant, je trouve, de remarquer que cette architecture, de quelque manière, elle résiste à l'épreuve du temps. Alors, il y a eu, bien sûr, des phénomènes, un peu de dégradation de ces ensembles. Après, l'indépendance de l'Algérie, il y a eu pas beaucoup d'entretien, on pourrait dire, et des modifications faites par les habitants. Donc, on ferme les loggias, on met des menuiseries modernes en bois, aluminium, etc. On met des antennes paraboliques pour les télévisions, etc. Mais je trouve que même s'il y a ces modifications, l'architecture, elle résiste. Hein. C'est une architecture très forte qui peut supporter même des modifications. Je ne sais pas si c'est le cas chez les architectes du mouvement moderne qui faisaient les bâtiments en béton armé. Souvent, je trouve que c'est une architecture plus fragile, du point de vue des formes. Alors là, je crois que ce soit la même tour, hein, vue d'un autre côté. Alors là, il intègre encore une fois des éléments de sculpture. Donc, c'est un souci d'avoir un dialogue entre les arts. Ça, c'est une chose qu'on avait déjà vue à Marseille. Et là, il pousse un peu plus loin. Il fait cette espèce de totem
d'éléments verticaux, hein, qui est très expressif, hein, et qui fait un contraste, je trouve, très intéressant, hein, avec, avec l'architecture de ces bâtiments, qui est une architecture assez modulaire, avec des règles assez strictes. Alors, cette espèce d'anarchie de ces sculptures font un contraste intéressant. Il fait aussi les équipements, il fait un peu tout, hein, il a cette capacité incroyable de gérer les chantiers, d'être en même temps maître d'œuvre et maître d'ouvrage, ce qui va lui provoquer quelques problèmes plus tard dans son travail. Et là, il fait aussi les écoles. On trouve une architecture qu'on pourrait définir plus moderne, avec des pans en verre, hein, avec de grandes ouvertures. Mais en même temps, il reste toujours ce rapport à l'architecture historique, avec des espèces de contreforts troués en blocs de pierre. Et toujours ce discours du rythme, hein, ça je trouve intéressant, le rythme varié. Ça se trouve aussi, par exemple, dans les arbres. Même si c'est très simple, ça donne une qualité à l'espace public. Là, on passe à une autre cité, la cité de la promesse tenue. Bon, c'est toujours un peu de la propagande politique, on pourrait dire, beaucoup plus grand que l'autre, hein, c'est double, 1600 appartements. Il y a même un marché dans ce cas, des magasins. C'est l'année après, tout fait très rapide. Alors là, je vous lis cette citation, je trouve que ce soit utile. Alors, moins de 500 mètres plus loin, et dominant la ville sur une falaise de 100 mètres, se trouvait un autre terrain de plus de 15 hectares, El Manseg. J'eus le coup de foudre, entouré de parcs, grands balcons, au-dessus de la mer. L'espace idéal s'étendait sous mes yeux. Je découvrais au loin la Casbah, une vraie ville dans le désordre agressif des architectures européennes. Ça, c'est intéressant, cette remarque, car lui, bon, il n'aime pas, évidemment, les bâtiments qui avaient été faits par les Français, il aime plutôt la ville musulmane ancienne. Je prétends que l'architecture est un art au service de la société. Si le service est bien rendu, le choix du matériau importe peu. Alors là, il devait toujours s'opposer, disons, défendre ses choix contre ce qui étaient les architectes officiels, hein, de l'époque, car déjà dans les années 40-50, dans la France et dans les pays d'outre-mer, c'était les architectes, disons, du mouvement moderne qui l'emportaient. Et eux, ils détestaient Pouillon. Il y avait une espèce de guerre idéologique entre ces architectes. C'est une chose qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile à imaginer. Bon, voilà une vue donc aérienne de cette autre cité, hein. Bon, on voit à nouveau un peu les mêmes choses qu'on avait vues avant, des bâtiments qui font une ville, disons, entre ouvert et fermé, donc, entre la tradition de la ville européenne classique et quand même les innovations du mouvement moderne que Pouillon ne refuse pas. Il essaie une espèce d'équilibre, hein, d'harmoniser un peu ces deux aspects, mais après le rythme des façades, lui, il renvoie plutôt à la tradition. Et il y a toujours ce jeu de volumes, de hauteurs différentes, hein. Il refuse l'uniformité. C'est une chose qu'il reproche beaucoup aux ensembles des architectes modernes. Et après, il joue aussi avec les pentes du terrain, hein. Là, c'est toujours des terrains un peu en pente, et alors il essaye avec ces bâtiments de jouer avec ça. Et avec la vue aussi qu'on avait de ces collines vers la mer. Alors là, une vue un peu de détail d'un espace intéressant de ce quartier, un grand escalier. Donc c'est un peu comment dire, la réédition agrandie de ce qu'il avait fait à la Tourette à Marseille. Donc on voit bien qu'il y a un parcours qui est cohérent, qui n'a pas de coupure, hein, au moins dans cette époque. L'usage des arcs, l'usage de la pierre, les rythmes différents dans les façades. Alors là, je trouve qu'on voit un rapport aussi avec l'architecture
Auguste Perret. Auguste Perret était une référence pour Pouillon. C'était un peu son maître. Il avait deux grandes références dans son travail. La première, c'était Perret, et l'autre était un urbaniste, Eugène Baudouin, dont on va parler prochainement. Alors, dans ce rythme de façade, on voit bien le rapport avec les compositions de façade de Perret, alors que Perret, lui, il utilisait plutôt le béton armé. C'est curieux, ça, car Pouillon l'utilise assez rare. Et là, vous avez l'aménagement d'une place. Hein. Alors, encore l'idée de créer des espaces publics de qualité, même dans un ensemble moderne, ce qui était vraiment presque révolutionnaire à cette époque-là. C'est vrai qu'on avait fait des choses comme ça un peu dans les années entre les deux guerres, en Italie, par exemple. Je pense à des choses, par exemple, à Rome. Mais bon, dans l'après-guerre, c'est presque impossible de trouver des choses comme ça. Alors là encore, le jeu des auteurs différentes, des rythmes, le jeu des fontaines, des œuvres d'art. Alors quelqu'un, des critiques d'architecture ont un peu reproché à Pouillon le fait que lui, il recourait plutôt à des architectures, pardon, à des artistes qui faisaient des œuvres d'art de caractère un peu académique, un peu traditionnel, plutôt qu'avant-gardiste. Oui, peut-être c'est vrai, mais c'est pas grave. Hein. Et à gauche, vous voyez quand même que dans ce traitement de façade, ça aurait pu être une façade aveugle, comme le faisaient beaucoup d'architectes à cette époque. Et non, lui, il fait un jeu abstrait. Alors là, dans cette composition abstraite, qui est un dessin qu'il a fait lui, je trouve qu'il y a par contre un rapport au mouvement d'avant-garde européen des années 20, je pense à Mondrian. Alors là, le thème des arcades, des portiques, ça c'est très typique aussi du travail de Pouillon. Alors, on a déjà vu en partie à Marseille, hein, les arcades dans le Vieux-Port. Alors là, l'élément du portique devient autonome. Hein. C'est comme une espèce de bâtiment qui est détaché par rapport aux immeubles. C'est un choix différent. Le jeu toujours entre des éléments lourds et des éléments légers. Hein. Les poteaux en pierre sont lourds alors que la couverture très légère en briques. Il conçoit un système intéressant de voûtes, on pourrait dire des voûtes catalanes. Hein. C'est une tradition qui vient un peu de Catalogne, ce type de voûtes très très minces en briques avec des tirants métalliques. Il va mettre à point ce système, il l'utilise souvent dans ses projets. Et des choix assez curieux dans cette partie-là du quartier, qui était une partie simple confort, c'est-à-dire c'était la population plus pauvre. Hein. C'est vraiment les bâtiments qui avaient un niveau d'équipement qui était réduit au minimum. L'usage des briques en ce cas-là avec des arcs paraboliques, avec un choix intéressant qui peut renvoyer peut-être à des choses qu'on faisait à cette époque en Amérique latine. Hein. Je pense à des choses que j'ai vues, je ne me souviens plus si c'était au Uruguay ou c'était au Brésil. Alors peut-être que Pouillon, il avait aussi un œil tourné vers ces pays. Bon, là, Climat de France, la cité des 200 colonnes, c'est probablement le projet le plus célèbre qu'il a fait. Alors là, mes citations. Telle façade de 300 mètres de long et 30 mètres de haut s'inspirait des motifs d'un tapis du sud de l'Algérie. La grande place était structurée d'après les 10 premiers chiffres. Lorsque j'expliquais cela à Chevalier, qui était le maire, il se montra incrédule. 1 était le côté des piliers et la hauteur d'une assise. 2, l'espace entre les piliers. 3, la dimension du linteau monolithe. 4, la largeur du portique. 5, que multiplie 8, la largeur de la place. 6, que multiplie 40, la largeur de la place, sa longueur. 7, que multiplie 40, la longueur hors tout. 8, la hauteur des piliers. 9, la hauteur du portique. Alors, vous voyez, avec des modules très simples, il fait un projet gigantesque. Ces chiffres concernaient le morceau principal de la composition.
Un immeuble qui contient aujourd'hui 200 boutiques d'artisans et plus de 6000 habitants. Sur le terrain en forte déclivité, nous projetions des espaces superposés entourés de places ou de portiques, d'immenses escaliers, des rampes qui permettraient le cheminement des piétons et le passage des voitures. Alors, c'est toujours tiré de son livre autobiographique, Mémoire d'un architecte, que je vous conseille vivement. Et voilà quelques images. Alors, le cœur de ce projet est cette espèce de place allongée gigantesque. Ça fait 235 mètres de long et pour 40 mètres de côté court. Alors, la source d'inspiration, on va le voir prochainement. Là, c'est la maquette du quartier. Vous voyez que l'échelle est plus grande que les autres projets qu'il avait faits. Et alors, il y a un degré majeur de complexité. Vous avez des parties qui, elles, renvoient au projet précédent, la partie au-dessus, la partie en dessous. Au milieu, cet ensemble monumental impressionnant, une espèce de grande forteresse. Je crois qu'il avait dit quelque part dans son livre qu'il s'inspirait aussi de l'architecture militaire ancienne qu'il avait visitée en Algérie. Et en bas, curieusement, il y a un élément qu'on pourrait qualifier d'expressionniste. Alors, on pourrait dire que dans son architecture, il y a quand même un certain éclectisme, même s'il y a un élément dominant classique. Là, c'est une vue aérienne du projet réalisé et on peut voir cette place immense, une espèce de cour fermée immense, et qui fait penser un peu aussi aux hippodromes, aux cirques romains antiques. Je pense à Rome, mais aussi à Istanbul, ancien Constantinople. Et là, la référence qu'il avait choisie, alors ça, c'est une place assez fameuse qui se trouve à Isfahan, en Iran, et qui est en réalité beaucoup plus grande que celle de Pouillon, car ça fait 160 mètres de long par 160 de large. Là, c'est vraiment, je crois, la place historique la plus grande du monde. Ça date du XVIIe siècle. J'avais une amie au doctorat il y a longtemps qui était une fille qui venait d'Iran, qui avait fait sa thèse de doctorat sur cette place. C'était très intéressant car elle faisait une comparaison avec la place Saint-Marc à Venise, qui d'ailleurs était une autre référence de Pouillon. Alors, je pourrais dire que tout se tient finalement chez cet architecte. Et la place de Isfahan était, elle aussi, utilisée comme hippodrome à l'époque de sa réalisation. Alors, on peut bien dire que là, il y avait un rapport avec l'Antiquité gréco-romaine. Là, c'est une vue aérienne de cet incroyable espace de cette ancienne capitale d'Iran. On voit aussi, même si ça sort un peu du discours de Pouillon, le rapport avec les monuments qui entourent l'espace, un rapport très intéressant. Les écoles coraniques plutôt que les palais, plutôt que les mosquées. Et ça, c'était une leçon que Baudouin avait donnée à Pouillon. C'est grâce à Baudouin que Pouillon a découvert cette. Bon, et là, on revient à Alger. Alors là, vous avez une belle photo d'époque qui montre le chantier de construction de cet ensemble. Alors, vous voyez une technique de construction vraiment basique, très simple. C'est vraiment des blocs de pierre qui font 1 mètre carré. Et qui sont juste posés sur un lit de mortier. C'était un type de construction qu'on pouvait faire avec des ouvriers qui n'avaient pas de grandes connaissances. Et derrière, il y a la partie des logements qui est faite en briques et qui est très simple, mais en même temps assez raffinée dans les rites et dans les formes. Là, vous avez une axonométrie qui a été faite lors d'une expo récente
qui a voyagé aussi dans différents pays. J'avais travaillé un peu à côté de cette exposition pour les traductions des textes du français à l'italien. Et vous voyez donc comment ça marche, l'indépendance entre l'ordre monumental colossal de la Grande Place et l'architecture des immeubles. Hein, c'est deux langages différents. C'est l'échelle monumentale et l'échelle du logement et des magasins. Là, vous voyez un plan, un dessin de l'époque qui montre l'agencement intérieur des appartements. Alors, le principe était strictement modulaire, soit dans les plans, soit dans les façades, ce qui permettait d'avoir une méthode de construction très, très rapide. Mais en même temps, vous voyez que ce parti n'ignore pas, disons, des subtilités, des raffinements dans l'agencement intérieur des appartements qui est très soigné quand même si c'est des appartements qui sont répétés. Hein, c'est toujours les mêmes typologies qui sont répétées pour des centaines de logements. Alors là, une vue récente, assez récente, qui montre l'état des lieux, comment ça se présente actuellement aujourd'hui. Et on voit un peu, je dirais, le même discours que j'ai fait tout à l'heure à propos de la tour, hein, que même si c'est pas soigné du tout, il n'y a pas d'entretien, l'État probablement s'en fiche complètement, mais l'architecture, elle, résiste. Hein. C'est un peu comme les anciens bâtiments romains qui avaient été réutilisés dans le Moyen Âge. Hein. Je pense aux arènes dans le sud de la France, Nîmes, Arles, par exemple. Et là, on voit bien le discours que faisait Pouillon dans ses textes, hein, le rapport avec les tapis qu'il avait vus, hein, donc un rapport pas seulement avec l'architecture militaire qu'il avait admirée dans l'Algérie, mais aussi l'artisanat local. C'est des manières intéressantes de trouver un rapport avec la culture locale. Encore, même discours. Entrée monumentale sur le côté court de la place, le jeu graphique des façades. Dans ce cas-là, on pourrait même dire que ces ajouts des habitants donnent une richesse ultérieure, hein, à ces façades. Donc la métaphore du tapis est encore plus vivante. Et là, l'intérieur, bon, un peu abîmé, on pourrait dire, présence des voitures, c'est pas très joli, mais bon, l'architecture, elle résiste quand même. Je veux dire que ce type d'architecture, finalement, on pourrait dire que ça a une durée dans le temps qui est assez fascinante, je trouve. Ça fait des ruines, ça fait des espèces de ruines modernes, très intéressantes. C'était peut-être l'idée qu'avait Pouillon déjà au début, que ça devait résister dans le temps. Et là, le rapport avec le paysage, hein, avec la mer qu'on voit au loin. Alors là, on change complètement de contexte. Nous montons donc à Paris. La grande ambition des architectes français, lui qui venait du sud, surtout, c'est pas facile hein, pour un architecte provençal d'avoir des occasions de travail dans la capitale. Alors, grâce à ces grands projets, soit à Marseille, soit à Alger, il avait eu cette possibilité. Et c'est toujours de grands ensembles qu'il fait, un peu dans la banlieue de la ville. Alors, c'est les premières zones, disons, désaffectées dans la ville, là où on fermait des usines dans des quartiers dans la banlieue et les usines déménageaient ailleurs. Et là, il y avait des terrains libres qu'on pouvait utiliser donc pour faire du logement. C'est un thème qui est toujours actuel, même aujourd'hui, hein, les friches industrielles, mais ça venait juste de commencer à cette époque, dans les années 1950. Alors, c'est des quartiers qui, en général, n'ont pas une très grande qualité, hein, car on est en banlieue. C'est des îlots, oui, bon, assez denses, mais il n'y a pas de hiérarchie à des espaces urbains. Ce n'est pas le cas de Marseille, par exemple. Alors, l'effort de Pouillon dans ses
dans ses interventions, dans ses projets, c'est de créer une qualité dans ces quartiers, une qualité qui n'existe pas. Alors, les ensembles qu'il fait, ils sont généralement assez fermés vers l'extérieur. Par rapport à Marseille ou Alger, où on travaillait sur des pentes, sur des déclivités, où il y avait des vues, de belles vues sur le paysage, sur la mer, sur le port. Bon, les quartiers parisiens n'ont pas ces atouts. On travaille sur des terrains plats, généralement. Et alors, il faut créer le paysage qui n'existe pas à l'extérieur. On le crée, on pourrait dire, à l'intérieur des îlots. Et alors, lui, il fait des choses intéressantes. Alors là, c'est des photos tirées de livres. Il y a une grande bibliographie sur Pouillon. Si vous recherchez sur Internet, vous avez trouvé des centaines de titres consacrés à cet architecte. Alors là, on voit bien comment il faisait avec ses principes de modularité, mais une modularité qui n'est pas rigide, hein, et qui permet quand même d'achever des effets de variété dans l'ensemble. Et là, une vue d'un de ces quartiers, bon, à l'époque de sa réalisation, hein, on retrouve un peu les mêmes principes qu'on a déjà vus, hein. Le langage, il ne change pas beaucoup. Il y a de petites variations qui permettent de comprendre qu'on est à Paris ou à Marseille ou à Alger, mais c'est de très petites choses. Dans ce cas-là, par exemple, les fenêtres avec le petit garde-corps, c'est une chose peut-être qu'il fait plutôt à Paris qu'ailleurs. Et il va utiliser des volets métalliques qui sont typiques de la métropole. Et il va faire des façades, hein, par exemple celle-ci, qui renvoie à une certaine tradition parisienne du XVIIe siècle. Il faut considérer, par exemple, que lui, quand il habitait Paris, il avait acheté un hôtel particulier, d'abord sur l'île Saint-Louis et ensuite sur la place des Vosges. Donc, il choisissait toujours des lieux dans les centres historiques, des lieux de grande qualité. Alors là, dans ce jeu de panneaux pleins et creux, je crois qu'on peut reconnaître l'influence de ces places royales de l'architecture classique française du XVIIe. Après, il fait des choses un peu bizarres parfois dans ses projets. Par exemple, ici, bon, dans le jardin, vous avez un peu une reprise de la tradition du jardin à l'italienne, à la française. Donc, c'est plutôt une tradition du sud de l'Europe, hein. Mais bon, qui s'était développée aussi à Paris au XVIIe siècle. Dans l'architecture, ici, il fait une chose nouvelle. C'est peut-être la première fois qu'il fait ça. Cette juxtaposition un peu bizarre entre une partie basse qu'on pourrait dire renvoie à la tradition historique et une partie supérieure qui parle plutôt un langage moderne, style un peu Perret, hein. Alors, il faut aussi considérer le fait que Pouillon considérait Perret un peu comme son père, hein, une espèce de père spirituel, père architectural. Il avait une grande passion pour le travail d'Auguste Perret, dont il avait même hérité le siège de l'agence, le fameux bureau de Perret. C'était la rue Renoir, je pense. Il avait hérité, ce qui provoquait une grande haine, comme vous pouvez l'imaginer, chez les architectes parisiens et officiels. Bon. Alors là, c'est comme s'il faisait deux bâtiments juxtaposés, superposés. Celui qui en bas est une architecture typique de Pouillon, alors que la partie supérieure typique de Perret, comme si c'était deux époques différentes superposées. Une espèce de surélévation, mais en réalité, ce n'est pas du tout une surélévation, ça fait partie du même problème, c'est exactement la même époque. Là, c'est un peu la même chose, hein. C'est intéressant de voir aussi comment il traite les têtes
les murs, ceux qui généralement étaient les murs pignons dans les bars. Chez Pouillon, ça s'ouvre avec des loggias, donc il renverse un peu le principe de ce qu'on faisait habituellement dans l'habitat social des années des 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale. Autre résidence parisienne, un quartier là aussi un peu difficile, qui manque totalement d'homogénéité, un habitat typique de banlieue avec une certaine variété de typologie, mais sans ordre, sans projet. Et lui, donc, il crée l'ordre à l'intérieur de l'îlot. Alors, les îlots, les terrains où il travaille étaient occupés, comme je vous le disais, par des usines avant. Alors, c'était des parcelles qui étaient souvent à l'intérieur des îlots et qui avaient de petits accès sur les rues, mais qui étaient entourés par des immeubles d'époque précédente, des immeubles d'appartements qui faisaient la croûte, disons, extérieure, le côté extérieur des îlots. Et alors, lui, il avait ce problème aussi de créer des accès visibles vers l'extérieur, car il avait aussi un souci commercial. Hein, en même temps, il devait réussir à vendre ses appartements et les rendre intéressants pour les gens qui allaient acheter les appartements. Donc là, c'était un défi également. Et là, les plans des appartements dans l'ensemble, un appartement dans une tour. C'est un peu le même discours qu'on a fait tout à l'heure à propos d'Alger. Il n'y a pas de très grande différence. On voit la grande maîtrise technique qu'avait Pouillon avec tous les équipements, par exemple. Tout est projeté avec une grande précision. Donc le soin, il est en même temps sur les façades et aussi sur l'intérieur des appartements. Il avait vraiment, il donnait une grande importance à la qualité de l'habitat dans tous ses aspects. Là, c'est l'étude de la modularité, toujours. Comment faire pour varier les formes des immeubles, mais en faisant toujours les mêmes typologies d'appartements. Parfois, il y a des changements de direction, donc il y a des immeubles un peu en biais, alors ça crée des difficultés dans les points de rencontre des éléments de projet, mais il arrive quand même à résoudre ces problèmes avec une certaine souplesse, je trouve. La maquette de cet ensemble qu'on vient de voir. Et là, je trouve qu'on voit le rapport avec la tradition des places royales de Paris. Ce soit d'une manière assez évidente le parti monumental des façades qui renvoie à la place des Vosges surtout, et toujours le soin donné à l'espace public avec quelques éléments très simples. Et là, c'est la partie en biais. Alors, vous voyez comment ces éléments exceptionnels qui sont donnés par la forme du terrain, donc c'est des éléments qui étaient donnés, c'est pas le choix de l'architecte, mais ça enrichit certainement la qualité de l'ensemble et lui donne cet effet presque de strate historique différente, comme si c'était un ensemble qui avait toujours existé, comme si c'était presque un morceau de ville ancienne, même si après on regarde les éléments, et c'est des éléments d'architecture classique, un peu, qui n'ont pas proprement de style, car il n'y a pas d'éléments décoratifs proprement dit. Alors là, on change encore, c'était une résidence, le parc Meudon-la-Forêt, on est hors ville. Alors vous allez voir, c'est une autre échelle. Alors, citation. Alors je me jetais à corps perdu dans Meudon-la-Forêt, un superbe chantier de pierre taillée. Les bassins de Versailles, les allées de son parc me servirent de modèle. L'échelle était définie. Comme pour Climat de France, donc le quartier qu'on a vu tout à l'heure à Alger, je dressais un projet monumental, cyclopéen, pour loger les moins fortunés.
La composition prévoyait 2 centres commerciaux installés dans de vieilles maisons, comme si l'on avait voulu conserver le témoignage du passé au milieu de ces hauts et longs immeubles hors de l'échelle humaine. D'immenses piles de pierre constituaient les façades, ainsi qu'un paravent. Ces structures dissimulaient les baies dans des perspectives infinies, évoquant des murs aveugles de temples ou de forteresses. Bon, on retrouve un peu les références qu'on avait citées à propos des projets de Marseille et d'Alger, mais ici arrive une nouvelle référence qui est le parc du château de Versailles. Alors là, c'est un plan de situation. On est hors ville, il y a cette grande forêt qui entoure le projet, qui donne une qualité à ce contexte et une vue aérienne, perspective qui montre cette énorme forêt qui sépare la cité de la ville de Paris. On reconnaît bien la Tour Eiffel et vous voyez l'échelle énorme de ce quartier. Mais vous voyez comment Pouillon, il essaye quand même d'éviter cette monotonie qui était typique des grands ensembles de la même époque. Il travaille toujours avec très peu d'éléments, mais il a une attention spéciale sur les proportions, je dirais, ce qui assure la qualité de l'ensemble et aussi la manière dont les éléments sont joignés entre eux. Donc le rapport, par exemple, de ce grand bassin d'eau qui est très simple, hein, c'est un rectangle, mais juste il y a quelques éléments de verdure, quelques buissons, quelques arbres hein, qui donnent juste une petite touche hein, de pittoresque, de variété. La façade de l'immeuble bas, vous la voyez, elle est une façade qui est assez modulaire. Hein. Il y a une espèce de baie fixe qui se répète, mais avec quelques petites variations, s'assure quand même une variété. Et après, vous avez là le rapport avec les bars qui se trouvent derrière, comme si c'était un peu des tours qui sortent. Hein, sortent derrière la partie basse. Mais c'est pas, il y a une grande différence, je trouve, entre ça et les grands ensembles des architectes, disons, du mouvement moderne qui séparaient tout. C'est difficile de trouver chez des architectes du mouvement moderne ce type de rapport entre les éléments. Et après, bon, l'usage de la pierre, toujours. Alors là, l'espace intérieur, un espace qui rappelle un petit peu les 200 colonnes qu'on a vues à Alger, mais dans une version parisienne, on pourrait dire. Donc, la hauteur des immeubles est plus développée, donc plus haut, ces immeubles, un nombre d'étages plus haut, et la présence des rangées d'arbres. Alors là, c'est tiré directement de la grande tradition du parc de Versailles hein, et aussi du palais royal. Je vous montre une image qui était une autre grande passion de cet architecte. Donc, toujours l'idée de loger, disons, des gens, soit de familles d'ouvriers, soit de classe moyenne. Bon, c'est pas jamais de logement de luxe, hein, dans le cas des projets de Pouillon. Donc, c'est des habitations, on pourrait dire, de masse, mais lui, il veut faire des palais pour ces gens-là. Ça, je trouve, c'est de Paris, qui est peut-être le plus connu, celui de Boulogne-Billancourt, c'est pas loin de la ville de Paris, c'est juste à côté de la ville. Alors, la citation, il me fallait entreprendre là une vaste opération d'urbanisme, démontrer que Paris pouvait être remodelé, aménagé, grâce à des ensembles réservés aux petits cadres à bas prix et luxueux. À Boulogne, je pouvais en faire la démonstration, bâtir un ensemble aussi important que Rockefeller Center, New York, là où 70 000 mètres carrés de hangars obscurs, de ruelles malodorantes, de taudis comparables à ceux des plus horribles bidonvilles, s'étaient installés au cours du siècle. Ça, c'était la situation qu'il avait trouvée
quand il avait commencé le projet. L'esprit de mes premières études abordait un nouveau domaine, l'ensemble urbain monumental. La recherche des volumes dans un groupe d'immeubles denses, renfermant des jardins précieux et féeriques réservés aux piétons. Les voitures se faufileraient dans les sous-sols, accéderaient par des passages dérobés au pied des immeubles, se gareraient dans des souterrains. Mes recherches pour des structures économiques m'amenaient à prévoir des façades en pierre dure, d'autres en glace. Je me lançais à corps perdu dans une étude exaltante et rapide. Alors, à part le contenu que je trouve assez évident, assez clair de ce texte, une chose que je trouve très intéressante, c'est vraiment la passion qu'il mettait dans son travail. Alors là, vous avez un plan de situation, donc vous voyez toujours ces difficultés de ces projets, de trouver une règle monumentale dans des espaces difficiles, hein, un peu encastrés dans le tissu existant de la ville, là où existaient avant des usines. Hein. Là, il y a la Seine qui passe, donc vous avez le fleuve en bas, et les immeubles, ils essayent de se tourner donc, vers cette vue. Alors là, j'ai fait une comparaison, j'ai essayé de faire une comparaison entre le plan du Palais Royal de Paris, dont vous aviez vu une vue arrière tout à l'heure, à gauche, et le jeu des cours que fait Pouillon dans son ensemble, l'enchaînement de ces cours. Là, c'est une vue de l'autre côté de la Seine, donc avec les arbres qui longent le fleuve, les immeubles existants et les tours qui montent derrière. Et là, c'est un peu la tête du quartier, là où se trouve le pont, sur la Seine, une espèce de tête de pont du quartier. Alors là, vous voyez que Pouillon, il a quand même la capacité d'utiliser un langage qu'on pourrait qualifier de moderne, mais il a en même temps cette capacité de créer des espaces publics de très grande qualité. Bon, il travaillait avec des paysagistes, naturellement. Alors, il y a toujours cette idée de collaboration entre les professions différentes. Et un peu comme on l'a vu tout à l'heure, cette espèce de dialogue entre des formes traditionnelles qui font une espèce de socle et les formes de l'architecture moderne typique de l'après-guerre, dont les façades de verre des étages supérieurs. C'est comme si c'était un peu des strates historiques. Là, une autre vue. Là, les fontaines, hein, donc ici, par rapport à Alger, qu'on avait vu tout à l'heure, collaboration avec d'autres artistes qui ont peut-être un langage qui est plus proche à celui des mouvements d'avant-garde, mais en même temps, lui, il a toujours l'idée d'une composition classique. Hein, si vous regardez soit le rythme des travées côté gauche, soit la composition d'ensemble à droite, vous voyez que c'est quand même un principe de symétrie. Hein. Un architecte comme Corbusier, ou un architecte qui suivait les principes du mouvement moderne, probablement n'aurait pas fait une composition de ce type. Hein. C'était censé être trop traditionnel du point de vue de ces architectes. Mais en même temps, si vous regardez les deux façades, les deux barres, hein, vous voyez la façade au milieu, elle est parfaitement symétrique, avec une espèce de porte monumentale au milieu, une espèce d'arc de triomphe. Mais après, si vous regardez les deux façades, hein, elles sont bien différentes, car il a quand même le souci de différencier les façades qu'elles donnent au nord ou qu'elles donnent au sud. Alors là, c'est quand même l'influence des idées du mouvement moderne qu'il intègre dans son projet. Une vue que je trouve, une vue un peu d'ensemble qui fait une bonne synthèse de ce projet, je trouve. Regardez aussi la manière curieuse d'intégrer, disons, les bâtiments hauts, les barres côté droit, avec cette espèce de socle de style classique hein, dans la partie basse. C'est pas évident de faire ça. Hein, ces grands murs aveugles, la manière dont ils s'encastrent avec cette espèce de portique ancien, la partie basse. Là encore, la même chose. Là, vous avez un décor qui font le contour, qui font la clôture de ces cours.
l'enceinte de ses cours. Et là aussi, c'est curieux ce rapport entre la partie basse et la partie haute, comme si c'était deux architectes différents qui avaient travaillé dans des temps différents. C'est un peu la même chose. Vous voyez aussi la brique qui intervient. Donc, encore une fois, le rapport à la tradition parisienne et des entrées d'immeubles. Alors là, avec des éléments assez simples, c'est des entrées faites avec des escaliers souvent en béton préfabriqués. C'est des éléments assez économiques car le souci était toujours celui de faire, disons, avec un budget minimum, la qualité maximale, mais il parvient quand même à faire des entrées d'immeubles intéressantes avec des solutions plastiques assez simples. Bon, je voudrais terminer avec un petit chapitre consacré au livre de Pouillon, car je vous ai dit déjà qu'il était écrivain également. Alors, il a commencé avec cet ouvrage Ordonnance, qui est très utile, je trouve, pour comprendre son architecture. Il avait été professeur quand il était jeune à Aix-en-Provence. Et il avait fait ce travail avec ses étudiants, c'est un travail très précis, très poussé sur le centre-ville ancien d'Aix-en-Provence, étude des plans des bâtiments de la ville, des églises, des hôtels particuliers, des bâtiments publics, en rapport toujours avec l'espace public extérieur. Alors, je pense que ça montre bien d'où venait cette approche de qui, bon, est revenu plus tard, surtout dans l'école italienne. Je pense à, bon, déjà Saverio Muratori, à Venise, il faisait un peu des travaux de ce type dans les années 50-60. Donc c'est un peu la même époque que Pouillon, mais bon, cela est revenu plus tard, dans les années 60, 70, même 80. Je pensais que, parmi d'autres cités, Aix-en-Provence pouvait être un exemple ou une voie dans un pays qui se préparait à renouveler son patrimoine immobilier, construire de nouvelles villes pour faire face à une évolution démographique exceptionnelle dans son histoire. Cette aventure fit de moi un éditeur et un architecte du livre. Je choisis pour titre Ordonnance, afin de définir l'harmonie et l'ordre qui, durant plus de 10 siècles, avaient tour à tour procédé à l'édification de la cité. Comme le fait de marcher, le fait de voir, permet de comprendre la chose bâtie. L'œuvre architecturale exprime alors le potentiel mis dans la création initiale. Plus celle-ci aura de qualité, plus l'impression sera forte. Le chef-d'œuvre isolé pourra être équilibré, ailleurs, par des architectures plus humbles, mais rassemblées au même endroit. Les ensembles sont donc plus nécessaires que les chefs-d'œuvre isolés. Nécessaires car ils participent à la vie humaine de chaque jour. Alors c'est intéressant car on pourrait prendre ce même texte qui s'applique à l'analyse de la ville d'Aix et l'appliquer à un projet de Fernand Pouillon, cette espèce de déclaration de principe. Alors là, c'était le logo qu'il avait dessiné de sa maison d'édition, le jardin de Flore, ça c'était vers la fin de sa vie. Alors, il a eu de péripéties, il a eu une vie assez aventureuse. Alors là, je n'ai pas le temps de raconter cet aspect de Pouillon, mais il avait eu de grands problèmes avec les architectes parisiens, finalement, il avait condamné, il avait eu d'assez graves condamnations, je ne sais pas comment dire en français, problème judiciaire. Il pouvait plus, même pas pratiquer l'architecture en France. Il était donc parti en Algérie et il avait travaillé pour le nouveau gouvernement algérien. Plus tard, grâce au président Pompidou, il avait reçu la grâce, il avait pu revenir en France. Il avait passé une période en prison même, il relate tout cela dans son autobiographie. À la fin de sa vie, on pourrait dire qu'il a eu une espèce de revanche, car il a vécu dans un des hôtels particuliers de la place des Vosges et le logo de sa maison d'édition, vous voyez, s'est inspiré directement de cette magnifique place. Alors là, c'est un texte qui
parle de sa maison d'édition, le Jardin de Flore, nouvel éditeur, librairie spécialisée, hein, on est dans les années 1970. Alors, cette maison d'édition est surtout une tentative ambitieuse pour repenser, renouveler l'édition des livres rares et précieux. Notre maison d'édition, entreprise unique en son genre, se veut au service de tous les bibliophiles qui ne peuvent se résoudre à voir tout un héritage culturel, artistique disparaître dans le broyeur des techniques modernes de fabrication de livres illustrés, conçus dans un but purement spéculatif à la manière de revues d'art. C'est d'ailleurs pour que la qualité qui a fait le succès de nos premiers ouvrages reste constante que nous avons regroupé sous notre sigle des artistes artisans qui ont choisi, au siècle de la machine de fabrication en série, de perpétuer la tradition de l'ouvrage bien fait, c'est-à-dire façonné avec amour par un créateur indépendant et maître de son acte. Donc, il avait une énergie vraiment incroyable, ce monsieur, car à part des projets d'ensemble immenses, il avait aussi la capacité de faire des rééditions de livres anciens. Et là, pour terminer, je crois que c'est la dernière image des 2 livres que je vous conseille, écrits par Pouillon. D'abord, le livre à gauche, c'est très intéressant, c'est un roman publié dans les années 1950, Les Pierres sauvages, où il raconte la construction d'une abbaye romane cistercienne en Provence, hein, c'est l'abbaye du Toronnet, chef-d'œuvre de l'architecture romane, où il imagine d'être l'architecte de cette abbaye. Hein. Il a fait un travail assez poussé de recherche historique, je crois, pour écrire ce roman, qui a eu un certain succès à cette époque, et les mémoires d'un architecte dont j'avais tiré les citations. Bon. Avec ça, j'ai terminé et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. C'était super, vraiment. C'était extraordinaire. J'ai plein de questions. Je ne sais pas trop par où commencer, mais de où Pouillon prenait cette tradition assez rare dans le contexte français, qui était dominée par l'expressionnisme, par le Corbusier. D'où il tire cette architecture si liée, disons, à l'humanisme, à l'architecture, disons, rationnelle, rationaliste. Donc, quel était son lien, par exemple, avec les architectes italiens? On regarde ses œuvres, on a vraiment l'impression de voir des architectures italiennes des années 30 et de la période fasciste, mais en même temps, on sent vraiment une autonomie de son architecture. C'est une architecture qui n'est pas celle de Muzio ou de Piacentini, clairement. Il y a un côté civil. Hein. Et de deux, pourquoi les Italiens de l'après-guerre ne se sont pas plus intéressés à lui? Pourquoi il n'a pas eu plus de succès aussi en Italie, où il aurait pu avoir un terrain fertile, puisqu'il s'inscrivait dans toutes les polémiques italiennes, disons, contre les dérives corporatives de la modernité. Pourquoi il ne s'est pas allié aussi? Pourquoi il n'a pas eu de relation avec Rogers, avec toutes les écoles de Milan, de Venise? Enfin, voilà. Ça, c'est une partie de mes nombreuses questions. Bah, je vais essayer de répondre, c'est pas facile. En plus, moi, je dois vous avouer que Pouillon est pour moi une grande passion, mais je suis pas strictement dans le sens, disons, classique du terme, un historien de l'architecture, et je n'ai jamais vraiment mené de recherche poussée sur Pouillon. De ce point de vue critique et historique, disons que je me suis contenté de connaître son travail. J'ai visité les bâtiments de Marseille, par exemple. J'ai visité le Point du Jour à Paris, mais les autres œuvres, j'ai pas pu visiter. Donc, c'est une connaissance qui est un peu, comment dire, c'est pas direct, hein, c'est une connaissance par les livres, par les photos, par les livres qu'il lui-même, hein, plutôt que par d'autres auteurs. Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est une figure
qu'on peut qualifier d'excentrique vraiment dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle. C'est difficile de trouver d'autres architectes qui ont ce type de parcours, surtout dans sa génération. C'est clair que la France de son époque était dominée par la personnalité de Corbusier, qui avait, on pourrait dire, gagné sa bataille après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ce qui était architecture officielle, tout ce qui était revue d'architecture française de l'époque était assez aligné sur les positions de Corbusier. Donc, Pouillon était une espèce de je sais pas, un mouton noir, je ne sais pas si ça se dit en français, la pecora nera en italien. Il avait quand même cette capacité de s'affirmer grâce à son talon qui était indéniable et qui était un talon qui réunissait, on pourrait dire, les capacités de l'architecte compositeur d'architecture, hein, la composition architecturale, l'ordonnancement des ensembles avec une grande capacité d'organisation du chantier, même capacité de vente des appartements. Hein. C'était assez incroyable car dans le cas des ensembles de Paris, vraiment, il avait réussi à concentrer dans ses mains presque tout. Ce qui provoquait naturellement une haine énorme de la part de ses confrères qui étaient contre lui. Mais je retourne un peu à ta question. Alors d'abord, c'était le fait comment c'est possible que cette architecture, liée à la tradition, surtout à la tradition classique, ait pu se développer en France dans l'après-guerre. Alors, je pense d'abord qu'il faut considérer le fait que Pouillon n'était pas un architecte de Paris. Il venait pas du tout de de ce contexte, soit politique, soit culturel. Il venait du sud, hein, c'était un architecte du Midi. Il avait commencé très jeune, hein, même avant d'être diplômé, à construire des immeubles dans la ville de Marseille et d'Aix, déjà dans les années 1930. Il avait, je crois, 20 ans. Hein. Il a fait son premier immeuble en 1932. Il était né en 1912, donc il avait 20 ans. C'est un cas assez extrême. Hein. Et là, j'ai pas d'image, mais bon, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir que ces immeubles, ils sont des immeubles bien faits, de bonne qualité, mais ils sont d'une architecture absolument courante. Une architecture, disons, entre art déco et première manifestation de l'architecture moderne, une espèce de style, on pourrait qualifier de style paquebot, un peu, ce qui était le langage typique, courant des immeubles de l'époque, hein, dans les villes françaises. Donc, c'est curieux car dans la première partie de sa production, il n'y a presque rien qui fasse deviner ce qui sera le développement futur de son travail. Il y a un cas un peu semblable dans l'histoire de l'architecture mondiale du XXe siècle. C'est le cas de Louis Kahn aux États-Unis. Louis Kahn aussi, c'est un architecte qui a eu une première partie de son travail, j'ai découvert, assez anonyme, et qui a trouvé son style, qui a trouvé son parcours, disons, un peu plus tard dans la vie, grâce à probablement des circonstances favorables. Alors, dans le cas de Pouillon, la grande occasion a été la reconstruction de Marseille, juste après la guerre.
c'était, disons, la personne juste au bon moment, on pourrait dire. Car les autres architectes, ils n'avaient pas cette capacité d'organisation du chantier qu'avait développé Pouillon dans sa jeunesse. Et donc, ils étaient un peu plutôt intéressés à des questions stylistiques, de langage. Et surtout, c'était le problème du matériau et du béton armé, hein, qui était dominant à cette époque. Mais probablement, c'était aussi un fait lié à l'économie générale du pays, j'imagine, à la production industrielle. Probablement, il y avait des pressions de ce type sur le domaine du bâtiment. Donc, c'est vrai que Corbusier était une espèce d'apôtre du béton, mais derrière Corbusier, j'imagine qu'il y avait tout un monde productif qui poussait vers la construction en béton. Le même Perret avait amorcé cette voie déjà au début du XXe siècle. Donc, c'était la grande direction, on pourrait dire, de l'architecture française depuis les années 1920 qui allait dans cette direction. Alors, Pouillon, c'est pas qu'il refuse vraiment le béton, mais il a une autre idée. Il a cette idée de l'architecture urbaine de la Méditerranée. Alors, c'est une chose que je pense qu'il avait connu dans les villes du Midi, d'abord, des villes qu'il connaissait depuis son enfance. Cette passion qu'il avait pour Aix et pour Marseille, qui sont deux villes qui sont un peu à l'opposé l'une de l'autre, mais qui sont un peu complémentaires. Et après, il avait fait des voyages en Italie. Hein. On connaît des voyages de Pouillon en Italie. Il y a une belle série de photos qu'il avait prises en Toscane, par exemple. Je crois que c'était fin années 40, début années 50. Il avait visité San Gimignano, par exemple. Et donc, il avait certainement vu des choses je crois, de Piacentini, hein, car quand même, il y a des choses, comme tu l'as dit, il y a une espèce de parenté entre une certaine architecture classique italienne de l'entre-deux-guerres et les formes que proposait Pouillon. Et au sujet, alors il y a une deuxième question que tu avais posée, pourquoi Pouillon n'a pas eu de rapport avec des intellectuels italiens, milanais de l'après-guerre, comme ceux qui tournaient autour de Casabella, Rogers, Albini, Gardella, Scarpa, etc. Là, il faudrait chercher, je pense, des historiens de l'architecture qui se sont occupés de ces sujets, s'il y en a, hein, car c'est pas évident, peut-être que ça n'existe pas, car la littérature sur Pouillon est surtout une littérature française, et ceux qui se sont occupés de Pouillon en Italie, ce sont des architectes un peu de l'école de Grassi, de Rossi, d'une école plutôt typologique, morphologique, qui ont cherché dans Pouillon une espèce de père de leur approche à l'architecture et à l'urbanisme. Et aussi, ils se sont intéressés beaucoup à son approche, disons, aux techniques de construction. Disons, cette capacité qu'il avait de... Pardon ? Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert ici. Bon. Ah, non, je vais terminer, j'essaye de terminer. Je veux dire que, oui, c'est vrai qu'il avait comme sauté une génération, hein, car je crois pas qu'il y a eu de rapport de lien entre Pouillon et les architectes que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient ceux de la nouvelle urbanité italienne, de renouer, disons, le fil coupé par l'architecture moderne. Mais l'approche de Pouillon et l'approche de Rogers, moi, je trouve qu'elles sont assez différentes. Différents, bien sûr, oui, tout à fait. C'est difficile de trouver un terrain commun.
Peut-être l'usage de certaines techniques et matériaux, oui. Mais par contre, la composition d'ensemble des quartiers n'a vraiment rien à voir, car les architectes italiens comme Rogers ou Quaroni ou Muratori, etc., ils avaient une approche comme si c'était une reprise du Moyen Âge, des principes de l'urbanisme du Moyen Âge. Ils refusaient totalement l'urbanisme classique. Mais je crois que cela est lié au fait que la tradition classique italienne avait été tellement utilisée durant l'époque du fascisme par Piacentini, etc., Muzio et les autres, que les architectes comme Rogers, qui était issu du mouvement moderne, ils ne pouvaient pas accepter ça. Je pense à l'exemple des Finetti. Alors, je comprends que pour les auditeurs francophones, parler de Giuseppe De Finetti, c'est un inconnu. Mais c'est un peu la même chose. J'espère avoir répondu. Très bien, absolument, oui. Mais c'est drôle parce que nous, à notre école de Milan, je me rappelle pas honnêtement que Pouillon ait été beaucoup cité. Je me trompe peut-être, mais pas du tout. Alors que c'est bizarre parce qu'on dirait un Giorgio Grassi avant l'heure, pour certains, un Aldo Rossi avant l'heure par certains aspects, et il citait beaucoup les géographes français, du rationalisme, Tricard, etc. Mais moi, Pouillon, je l'ai découvert très tard, j'avoue, et j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais ça, c'est pourquoi à Milan, on nous a pas bassiné avec Pouillon à longueur de journée, parce qu'il y a des parties qui sont vraiment du Grassi aux stéroïdes, quoi. Ici, Samon, qui a une question. Vas-y. Oui, je m'appelle Ngoeka Tombasami, je suis licencié en architecture de l'école d'architecture de l'Université protestante de Lubumbashi, précisément en RDC. Alors, ma question est de savoir, j'ai deux questions. La première est celle de comprendre un peu sur le concept de l'architecture des 30 glorieuses. Pouillon a réalisé ou construit quand il était encore étudiant. Est-ce que à l'époque, la loi permettait même aux étudiants ou aux élèves de prester en tant qu'architecte? D'accord, oui. Oui, je crois avoir compris les deux questions. Alors, les 30 glorieuses, moi j'ai une expérience partielle car j'ai vécu une seule année en France et je vous ai dit que, je suis pas vraiment un historien de cette époque précisément, mais j'ai lu des choses, et je peux dire que dans cette époque, les années 50, 60, une partie des années 70 également, c'est l'époque en France des grands ensembles, surtout pour l'habitat social. Et ceci était lié aussi à d'infrastructures type autoroute, soit dans le territoire, soit dans les villes. Donc, c'était une approche qui était marquée beaucoup par la leçon de Corbusier. C'est un peu l'effet des théories de Corbusier qui sont devenues la règle pour l'urbanisme officiel de France à cette époque. Donc la caractéristique de ces ensembles urbains, qui sont la plupart, Pouillon représente une exception, des quartiers qui ont généralement une seule fonction, qui est une fonction résidentielle. Donc vous avez une énorme quantité de bâtiments qui sont généralement soit des bars, donc des bâtiments en longueur, mais de grande hauteur également, soit des tours. Ça, c'est devenu un peu une manière aussi de définir un peu ces quartiers, les quartiers des bars et des tours, car c'est vraiment l'élément qui caractérise ces ensembles. Et les éléments, ils sont toujours séparés. Alors, vous avez soit des séries de bars, soit des séries de tours.
Et ces éléments, ils ont toujours exactement la même architecture. Il y a très très peu de variations. Alors vous avez des espèces de rythmes, mais assez uniformes. Et donc c'est ça que Pouillon critiquait, hein, et qu'il essayait de modifier avec ses projets. Alors que il était d'accord sur l'urgence de loger la population, et donc de faire les grands ensembles. De ce point de vue, on pourrait dire que bon, il n'y a pas de grande différence, mais la différence réside dans les choix de l'architecture et aussi dans le soin que Pouillon donnait à l'espace public, car dans ces grands ensembles qui étaient construits généralement en France à l'époque, l'espace public était pratiquement inexistant. L'idée était de construire des bâtiments qui étaient sur pilotis, donc le rez-de-chaussée généralement était vide, et l'espace entre les bâtiments était soit un espace de verdure, espace de jardin, de parc public, mais qui n'avait pas vraiment de dessin, de projet. C'était un peu dans l'esprit de Corbusier d'avoir une espèce de terrain vierge, hein, comme dans ses projets d'urbanisme célèbres de Corbusier. Je pense, je sais pas, le plan voisin pour la ville de Paris, où j'avais ces énormes bâtiments qui flottent, hein, au-dessus d'une espèce de mer, d'océan, de forêt vierge, hein. Et ou soit c'est des parkings, hein, car bon, dans les 30 glorieuses, c'est aussi l'époque où les gens achètent beaucoup de voitures, et donc vous avez une motorisation de masse. C'est un peu le même problème un peu partout dans le monde à cette époque. Et alors, peut-être que ce que Corbusier avait pensé comme un espace de nature vierge, finalement, devient un espace de parking, d'énormes étendues de voitures garées sur le sol asphalté qui sépare les bars et les tours. Et bon, dans les grands ensembles, disons, classiques de l'époque, il y a aussi des équipements publics. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas vraiment intégré avec l'architecture des immeubles. Ce sont deux choses strictement séparées. Alors que chez Pouillon, il y a quand même une tentative d'intégration. La deuxième question, c'était, ah oui, si on pouvait construire déjà quand on était étudiant. Alors, je pense que non. Généralement, il fallait être diplômé. Pouillon avait probablement des espèces de privilèges, hein, grâce au fait qu'il était issu d'une famille d'ingénieurs et d'architectes. Je crois que son père était ingénieur, je crois des ponts et chaussées, donc diplômé à Paris, et son oncle ou son grand-père était architecte. Donc, il se trouvait, disons, dans une situation favorable, où il y avait certainement d'autres personnes qui pouvaient signer les projets qu'il faisait, hein. Donc, il avait des avantages, des privilèges, disons. Et bon, j'espère avoir répondu. Je m'appelle David, je suis étudiant en première année de master à l'école d'architecture Ideaos de Lausanne. Alors, ma question principalement était beaucoup plus cadrée dans le sens, parce que on a quand même eu pas mal de personnes qu'on nous a présentées dans les cours de l'histoire de l'architecture, des personnes qui ont quand même assez influencé l'époque d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais personnellement, c'est une figure que je viens de découvrir avec cette conférence. Pouillon. Alors, moi, ma question principalement, c'était est-ce que à cette époque de Pouillon, c'était une architecture qui n'a pas été bien acceptée ce temps-là après la Seconde Guerre, ou c'est une architecture
qui a été découverte après la Seconde Guerre. Parce que justement, comme vous avez dit, que ce temps-là, c'est beaucoup plus l'architecture du Corbusier qui était quand même assez impactant, mais pas seulement le Corbusier. Parce qu'après-guerre, on nous parle, c'est vrai, de plusieurs. Il y a Louis Kahn aussi, dont on nous parle, Alvaro Alto, Gropius aussi. Maintenant, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que Pouillon, c'est à peine, au fait, qu'on nous le mentionne, au fait, actuellement. Y avait-il un problème politique ou quel que soit qui fait assez que on a l'impression que c'est une architecture qui a été étouffée par des autres? Merci. Merci, très, très belle question. J'essaie de répondre. Alors, oui, je pense que votre question en partie est déjà une réponse. Disons que les années de l'après-guerre qui correspondent à l'affirmation professionnelle de Pouillon marquent aussi la victoire des principes du mouvement moderne. Donc Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, etc. deviennent les architectes phares pour les jeunes générations. C'est assez évident. Si on pense aussi aux revues d'architecture de l'époque qui propagandaient les idées de ce groupe d'architectes, avaient une puissance incroyable. Hein. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens, nous avons Internet, nous pouvons accéder à des choses un peu hors la ligne principale, disons. Mais à cette époque-là, il y avait comme des espèces de lignes culturelles qui étaient très fortes. Hein. Il faut aussi penser à la puissance qu'avait l'idéologie dans le domaine de l'architecture. L'idéologie qui parfois était aussi liée à des idées politiques. Donc, on disait tout à l'heure que dans les projets de Pouillon, on voit un rapport avec l'architecture italienne de l'entre-deux-guerres et pas tellement avec le mouvement rationaliste italien, comme des architectes comme Giuseppe Terragni, par exemple, que vous connaissez peut-être, mais plutôt avec les architectes traditionnalistes italiens de cette époque. Le plus connu est Marcello Piacentini, qui était devenu en quelque sorte l'architecte officiel du régime fasciste italien, mais aussi je pense à Giovanni Muzio, un architecte milanais, qui est aussi très, très intéressant. Alors, dans cette époque-là, entre les deux guerres, il y avait encore une espèce de lutte, de bataille, on pourrait dire, entre des visions différentes de l'architecture. Donc il y avait des architectes qu'on pourrait qualifier de réactionnaires qui voulaient continuer les styles historiques comme on le faisait au XIXe siècle. Il y avait un groupe qui était de proposer des formes traditionnelles, mais modernisées, hein, d'une certaine façon, et les architectes du mouvement moderne proprement dit, comme ceux que j'ai cités, Corbusier, Mies et Gropius, juste pour dire les plus connus. Alors, le problème de Pouillon, c'est qu'il est comme décalé. Hein, son travail est décalé par rapport au grand mouvement de l'architecture du XXe siècle. Alors, si lui, il avait appartenu à une génération précédente, il aurait été un collègue justement de Perret, de Piacentini, de Muzio, et il n'aurait pas été vraiment une exception. Alors, il a eu cette force de s'imposer, je pense, grâce à ses capacités, grâce à sa personnalité,
Il avait une grande capacité dialectique. Il était capable de convaincre beaucoup de personnes, surtout dans le domaine politique, mais c'était un domaine politique un peu local, disons. C'était pas le président de la République, c'était pas ceux qui décidaient, qui faisaient les grands choix de l'urbanisme au niveau national, au niveau central. C'est pas par hasard qu'il a eu des problèmes avec la justice quand il est monté à Paris, car là, vraiment, il est arrivé à une espèce de guerre totale avec ceux qui étaient les architectes officiels de son époque. Alors, oui, à son époque, c'était difficile d'accepter, disons, ses idées, ses principes. Les seuls, disons, qui acceptaient étaient ses commanditaires. Donc, il y avait des hommes politiques qui étaient de son avis, qui appréciaient son travail. D'ailleurs, lui, il utilisait quand même des raisonnements qui étaient assez logiques, qui étaient assez rationnels. C'était un type de raisonnement qui pouvait être compris par beaucoup de monde, mais qui était absolument refusé par l'ensemble des architectes modernes, car il représentait une espèce de menace, une figure comme Pouillon, un architecte comme Pouillon, qui s'inspirait de la grande tradition de l'architecture classique, mais d'une manière plutôt littérale, en utilisant la pierre, par exemple, les blocs de pierre massive, solide. Vous comprenez que dans un monde de l'architecture moderne qui était tourné nettement vers les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, le verre, l'acier, le ciment armé dans toutes ses formes, c'était inévitable un conflit avec les principes de Pouillon. Et alors, inévitablement, son architecture a été découverte plus tard par une génération plus récente, qui est la génération d'architectes qui sont nés dans l'après-guerre et qui n'avaient pas les idées, les conditionnements, disons, idéologiques des architectes qui étaient influencés par Corbusier. Alors, il ne faut pas oublier que Corbusier avait lui aussi une grande capacité de propagande. Corbusier, sans ça, n'aurait pas eu probablement le succès qu'il a eu. Une chose curieuse, je trouve, c'est le fait que Auguste Perret a été le maître soit de Corbusier, soit de Pouillon. Mais c'est comme s'ils avaient pris des aspects différents de Perret, car Corbusier, il a pris plutôt l'aspect du béton et de la modernité, de faire quelque chose de complètement nouveau et différent. Alors que Pouillon, il a vu dans Perret là encore le lien avec la tradition classique. Et alors, c'est comme si un père avait eu deux enfants qui ont pris des directions opposées. Et un de ses enfants, Corbusier, qui était plus âgé, plus influent, il a pu conditionner l'ensemble des architectes français de l'époque. Pouillon, qui était un peu plus jeune, c'est presque une génération plus tard, considérez les dates, car Corbusier est né, je crois, en 1887, et Pouillon en 1912, ça fait un grand écart d'âge entre eux. Même si Pouillon pouvait être très convaincant, il n'avait pas la capacité, par exemple, de publier des livres, des pamphlets, de faire la propagande à travers les revues. Et alors, il a été, comment dire, il a été mis à côté par la majorité des architectes. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas un grand architecte. Là, les faits actuels, je dirais, révèlent son talent, la grande actualité aussi de certains principes qu'il a proposés. Et bon, oui, mais bon, à son époque, oui, c'était une mouche blanche. Oui, absolument. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. On va devoir se quitter parce que notre cours s'est terminé depuis 2 minutes. Merci beaucoup, c'était super. Merci. Et merci à tous les participants de Roumanie, de la République démocratique du Congo, de Suisse et de Belgique aussi et d'Italie. Voilà, merci beaucoup et on vous embrasse. Au revoir.